Bonjour à tous, bienvenue. Le Bénin a accédé à l'indépendance il y a de cela 58 ans. Désormais, indépendance, nous en parlerons une nouvelle fois au cours de cette émission. Et cette question revient une nouvelle fois encore. Qu'avons-nous fait de notre indépendance? Notre invité ce jour est Didiaho Adewale Padono. Il a désormais renoncé à Léonard, chirurgien des hôpitaux, ancien interne des hôpitaux du Nord-Pas-de-Calais en France, professeur agrégé de traumatologie orthopédie, ancien coordonnateur de la faculté à caractère spécial de formation médicale de Porto-Novo, aujourd'hui supprimé. Bonjour, bienvenue Didiaho Léonard Padono. Bonjour Monsieur Avancet, merci de m'avoir convoqué et bonjour aux auditeurs. De vous avoir invité, nous ne parlerons pas qu'indépendance. Monsieur Didiaho Adewale Padono est l'auteur d'un ouvrage qu'il vient de lancer. Ce n'est pas peu provocateur. Le titre Grappin sur Porto-Novo, du vendeur des voix au loueur de logo. Des décisions du gouvernement imposant donc aux médecins de choisir entre le service public et le privé. Nous parlerons de tout ça, mais commençons d'abord par l'indépendance. Professeur Didiaho Adewale Padono, qu'avons-nous fait de notre indépendance? Grosse question. Merci Monsieur Avancet. Je crois qu'il s'agit d'une indépendance nominale. Donc c'est une indépendance d'appellation. Nous avons donc changé d'appellation depuis 1er août 1960. Et je crois que globalement, nous n'avons rien fait pour changer le niveau de vie de nos populations. Ça me paraît important, il faut le dire. Alors, mon point qui me paraît capital à développer tient à une petite phrase, qui est celle-ci: qui tient le ventre conditionne la liberté. Ce qui veut dire que pour qu'un peuple avance, il faut que ce peuple se nourrisse correctement, soit bien nourri. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tous les enfants du Bénin puissent avoir 3 repas par jour et des repas, je dirais, quantitativement et qualitativement suffisants. Cela m'amène à dire que nous, les cadres lettrés, n'avons pas fait grand-chose. Il y a eu des essais, des avancées, mais en 58 ans, ce secteur, qui est le premier secteur de la vie, n'a pas tourné comme il le faut. Pourtant, la terre est là, la terre cultivable, pas peu vaste. Oui, justement, la terre est là, il faut en parler. Nous avons formé beaucoup de cadres lettrés qui n'ont pas fait le travail qu'il faut pour que nos parents illettrés, analphabètes, comprennent l'importance de la terre. Et d'ailleurs, je vais vous citer une phrase d'un, je crois, un évêque protestant qui a dit que le nègre a abandonné la terre, il va en payer les conséquences sur plusieurs siècles. Et ça reste vrai. Je reviens à notre propos pour dire que j'ai connu en 1967, 68 et un peu en 1969, ça fait il y a 50 ans, des coopératives d'aménagement agricole. J'étais en vacances, étudiant, et j'ai vu, je dirais, des colonnes de bœufs qui appartenaient à ces coopératives, dont appartenaient un peu à l'État. Il y en avait dans l'Ouémé, il y en avait dans le Mono, il y en avait dans l'Atlantique. Et quand aujourd'hui j'apprends que le Bénin importe encore de la viande, je me dis, nous avons reculé, et beaucoup reculé. Je voudrais en profiter pour féliciter et remercier le directeur de la Sonader de cette époque, qui a fait un très gros travail pour la production agricole dans ce pays. Pourtant, la Sonader s'occupait pour ce conseil du palmier à huile notamment. C'est vrai, la Sonader s'occupait du palmier à huile, elle s'en est occupée, mais en même temps,
j'ai vu se développer autour des coopératives agricoles basées sur le palmier à huile, des coopératives d'élevage. Sans vous mentir, j'ai fait, pendant les vacances d'août 1968, une coopérative dans la région de Tatonou, dans l'Ouémé. Je ne peux pas estimer le nombre de vaches ou de bœufs que j'ai vus, mais je crois que le soir, quand ces animaux rentrent, la file s'étend sur plus de 500 mètres à l'époque. Et ça appartenait à l'État. Ça c'était en 1968. 1968, dirigé par un grand monsieur dont je ne vais pas citer le nom ici, que je salue au passage parce que c'est une grande personnalité. Et aujourd'hui, tout cela a disparu. Et même hier, je posais la question à mon cousin qui avait travaillé sur lui pour dire, mais tout cela est parti où? Il me dit, nous n'avons pas su maintenir ce que les aînés ont fait. Voilà. Et pourquoi cela? Pourquoi depuis 1960, on n'a pas pu, n'est-ce pas, prendre conscience du développement du pays par, disons, les enfants du pays? Pourquoi on n'a pas vraiment pris en main notre indépendance? Je dirais que nous, les cadres lettrés, j'insiste là-dessus, et c'est à partir de nous qu'il y a ceux qui prennent le pouvoir, ils avaient toute une autre manière de penser. Je dirais, vous m'excusez un peu l'expression, ils avaient une addiction à l'argent. Il fallait avoir le plus d'argent possible, les mettre hors du Bénin, hors du Dahomey de l'époque. Et cela fait que les projets qui vont développer le peuple à la base ne les préoccupaient pas. Pas du tout. Pas du tout. Je vous donne un exemple. J'ai eu affaire, quand j'étais sur le siège ministériel, ministre de l'Éducation nationale de 96 à 98. Oui, à lancer un petit projet pour savoir pourquoi nos vaches ne donnent pas assez de lait. Et le directeur de l'école inter-État de vétérinaire de Dakar a soutenu le projet, a envoyé des experts, et on a pris des vaches du sud comme du nord, qu'on a mis dans le lycée agricole Megui de Sekou, et on les a nourris régulièrement. De manioc, du yam, et parfois de patates douces. Les vaches du sud, après 3 mois d'alimentation correcte, ont commencé à donner jusqu'à 6 ou 8 litres de lait. Celles du nord sont arrivées à 14 litres de lait par jour. Ce projet est tombé à l'eau. Plus personne n'en parle. Or, nous consommons tous les jours des yaourts, du lait, de tout qui viennent d'ailleurs. Le projet est tombé, pourquoi? Ah, ça, je ne sais pas. Il est tombé, je dirais peut-être de ma faute, mais je dirais surtout de la faute de l'État. C'est un projet qui a été initié au ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quitté le poste que ceux qui viennent ne vont pas lire et voir ce qui est bon dans ce qui a été fait et poursuivre. Eh bien, on l'a oublié. Et je vous dis, à l'époque, le financement de ce petit projet n'a pas dépassé 10 millions. Ce qui veut dire que nous, les cadres, n'avons pas encore pris conscience de ce que c'est que l'indépendance. En fait, l'indépendance, elle est nominale, elle est d'appellation. On a changé de nom. Sous tutelle française, on est devenu Dahomey. Ça existait. Et puis après, devenu Bénin, c'est tout. Voilà l'indépendance. Un autre exemple que je vous donne. Le débat sur la monnaie est un débat clé, un débat fondamental pour la survie de nos peuples. Je n'ai pas, à moins que je me sois trompé, je n'ai pas vu les autorités, je veux dire universitaires, que je peux appeler ceux qui veulent tenter de faire croire qu'ils sont intellectuels. Je n'ai pas vu organiser des débats pour expliquer aux populations. Moi c'est mon point de vue. Pourquoi il faut quitter la zone franc?
Et aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que nos dirigeants soient à leur tour convaincus qu'il faut quitter la zone franc. Je ne suis pas convaincu. Voilà les éléments. Tant que nous serons dans ce circuit-là, de quoi voulez-vous qu'on fasse notre pays? Ça ne peut pas se développer. En fait, la dépendance est une chaîne qui nous entoure et pour vous, cette chaîne n'est pas encore brisée. C'est une chaîne qui nous entoure que nous pouvons briser par de petits exemples. Je prends le cas, j'ai vu ça récemment, au Burkina Faso, il a été décidé que toutes les autorités doivent doivent se vêtir de leur tissu de façon. Je crois qu'on produit du coton au Bénin. Si on décide de dire voilà comment nous allons nous habiller au Bénin, ça va choquer des gens ne seront pas d'accord, mais ça va déclencher, une prise de conscience. Deuxièmement, des avantages économiques qui permettent à notre peuple de comprendre que ce n'est pas l'habillement du blanc à Paris qui est le meilleur, pas du tout. Et vous allez dans nos villages aujourd'hui, la première tendance de quiconque arrive au niveau 4e, même avant, et les religions l'aident, c'est de porter la cravate. La cravate. Est-ce que c'est notre tenue? Je ne crois pas. Donc voilà quelques petits éléments qui prouvent que nous ne sommes pas encore indépendants et que nous n'avons pas fait de notre indépendance ce qu'il faut en faire. Alors, quand vous écoutez, ce ne sont pas des initiatives qui ont manqué, mais pourquoi on ne réfléchit pas aux échecs de ces initiatives? Je crois que je vous l'ai dit, pourquoi on ne réfléchit pas? Chacun réfléchit à son niveau. Et nous sommes un pays à 95% d'analphabètes. 95, avez-vous dit? Ah oui, dans le je taux pense. officiel, c'est bien en deçà. Oh, ça c'est ce qui se dit sur les statistiques pour avoir des projets ou des dons. Je ne crois pas. Pour avoir fait 26 mois au poste, je crois que l'analphabétisme a encore de longs jours chez nous. Alors, ce sont les cadres qui doivent, à travers leurs réflexions, revenir au niveau de leurs parents et leur expliquer voilà ce que c'est que le développement. Est-ce qu'eux-mêmes, ils comprennent les cadres? Je pense qu'il y en a qui comprennent. Et je pense même que beaucoup comprennent. Mais à cause de leurs intérêts. C'est pour ça que je dis que nous avons une addiction à l'argent. L'argent facile. Et ça a conduit beaucoup de cadres à oublier d'où ils viennent et à travailler pour que leur peuple, pour que leur population relève la tête et regarde le soleil. Voilà. Et ça a commencé quand, cette addiction à l'argent? Je crois que elle devait exister un tout petit peu, certainement, dans les années 60. Elle devait exister. La bourrasque rouge, je veux dire la révolution du général Kérékou, je pense qu'elle devait exister aussi en douce, cachée, mais selon moi, elle a surtout commencé à partir de 1989, où la distribution de billets de 5 000, 10 000 à travers les rues, la distribution de sacs de riz et de sacs de sel a tout fait d'indiquer à nos parents qu'il y a une voie plus facile pour acquérir les biens de subsistance. Et ça, cela a perverti tout de suite la notion du travail pour le développement. En fait, c'est le renouveau démocratique qui a accentué donc cette addiction à l'argent facile. Je crois, absolument. Absolument. Je crois que c'est le renouveau démocratique. Et tant qu'il y a cette manière de faire, je ne sais pas si nous allons pouvoir changer. Parce que je prends le cas concernant le franc CFA. Le Bénin, pour ma part, est un pays, je dirais, carrefour. Et un pays que je vais appeler un pays clé. Moi, personnellement, je ne vous cache pas que je suis favorable à ce qu'on change de monnaie. Et j'ai discuté avec beaucoup d'économistes qui disent, nous sommes d'accord. Qu'est-ce qui va se passer?
Et moi, je ne suis pas économiste, mais je leur ai répondu, le Nigeria que nous avons à côté est un marché énorme, est une puissance. Et je sais que ce que la France investit au Nigeria, dépasse de loin tout ce qu'elle investit, la France, dans nos pays francophones. Des pays de l'UEMOA, vous voulez dire? De l'UEMOA ou de la CEDEAO, je ne sais pas, tous les pays francophones d'Afrique. Il n'y a pas une machine ou un appareil qui sort à Paris aujourd'hui et que tu n'as pas au Nigeria le lendemain. Il n'y en a pas. Je l'ai vérifié plusieurs fois. Et je pense que, ce n'est pas ma solution, je ne suis pas spécialiste, si le Bénin faisait le déclic de dire j'indexe ma monnaie sur le Nigeria, ça va provoquer, bien sûr, qu'est-ce que ceux qui vont en souffrir? Ça va être nous les lettrés. Notre facilité, ça va durer un certain temps. Et après, ça va se stabiliser. Mais le peuple à la base, aller un peu dans les campagnes jusqu'au nord. Jusqu'au nord. Les gens emploient le Naira sur le territoire béninois. Oui. J'ai été à Parakou, à Kika, vérifier. J'ai été vers Malanville, j'ai vu. Donc, le peuple à la base n'a pas notre problème. C'est nous, les cadres, qui avons peur de créer le changement positif pour nos populations. Il a cette opinion qui pense que, eh bien, pour une célébration comme la fête de l'indépendance, c'est le moment de poser ces genres de réflexion, ce qui ne se fait pas. Je pense que ces genres de réflexions doivent être conduites dans les centres universitaires. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas préoccupés par ça. Eux autres, ils gèrent... Et pourquoi pourtant ça devait les préoccuper? Peut-être en premier. Ils gèrent le quotidien, ils gèrent les affaires, et puis c'est tout. Et c'est pas de maintenant, hein, depuis toujours. Ce sont les cadres qui doivent s'asseoir et réfléchir, et écrire, pour dire, tel dirigeant, nous pensons qu'il faut faire ceci pour que ça aille mieux. L'exemple typique d'ailleurs, Macron, quand il est sorti, il est parti où? Il est parti au Nigeria, hein, parce que là, l'économie du Nigeria a des attaches très solides avec l'économie française. Alors, qu'est-ce que ça coûte au Bénin? Quelle est cette notion d'indépendance, en fait, cette appellation-là, de travailler tout doucement avec ce grand pays pour essayer de changer la donne. Et ça, je crois qu'on peut changer la donne. Vous qui êtes professeur agrégé de traumatologie orthopédie, est-ce que notre pays n'est pas gangréné, ce pied de notre pays n'est pas gangréné, je veux dire, la réflexion des intellectuels? On ne les entend pas aujourd'hui prendre position sur tel ou tel sujet. Les universités aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus de centre de réflexion comme hier, comme dans tout pays normal. Je vous dis et je vous répète que le problème des cadres béninois, la plupart, c'est l'argent. Et à partir de là, ils ont beau réfléchir, mais ils pensent qu'il faut se taire ou parler un peu moins pour avoir telle ou telle facilité. Et ça perturbe tout. Et je dis et je répète, hein, c'est nous les cadres qui sommes à la base de la misère de nos populations. Pourtant, ils ne sont pas des commerçants de Porto-Novo. Les commerçants? Les cadres, vous voulez dire? Oui. Commerçants pour nous, il y a des cadres partout. Ils sont tous commerçants partout. Ah ouais, mais avec cet appétit pour de l'argent, c'est plutôt réservé à un domaine précis, donc d'activité, je veux dire. Oh, écoutez, je vous m'excusez, hein, je crois que si on veut aller très loin, est-ce qu'on peut prendre le risque de prendre le salaire des cadres, de calculer quelle femme il a, combien d'enfants il a, et de voir en combien de temps il a construit sa maison? On peut facilement... Et on va voir que il a d'autres ressources que les ressources qu'on connaît officiellement. C'est ça le problème. Tout le monde sait, mais personne ne fait rien depuis 1960. Oui, ça c'est le pouvoir d'État. C'est le pouvoir d'État. Je dois vous dire que en dehors de cette lutte orientée et ciblée qui s'est engagée au Bénin, je soutiens la force pour contraindre tous ceux qui ont pris largement les moyens du pays pour les leurs
je soutiens qu'on leur fasse rendre gorge. Malheureusement, depuis 1990, on a entendu le mot rendre gorge. Il n'y a pas eu beaucoup de gorges rendues. Mais a priori, ce n'est pas seulement limité à des gens qui ont de meilleures positions dans l'administration, dans l'appareil politique, ce dont on parle. C'est sûr, ah oui, non, pas du tout. C'est pas uniquement dans l'appareil politique. Il y a dans tous les secteurs de la vie, il y a ce genre de, je dirais, de mauvaise conduite vis-à-vis de l'État. De mauvaise conduite, je dirais, je mets tout ça dans le sens sous le local de l'incivisme. Mais cet incivisme, je dois le dire, a été cultivé par les dirigeants politiques. Parce que si le politique ne distribue pas l'argent et donne l'impression que c'est l'argent qu'il faut pour arriver à ce poste, eh bien, le petit paysan, la pauvre femme qui va au marché ne sera pas tentée d'attendre qu'il faille toujours lui donner 1000 francs, 500 francs pour participer aux activités de développement. Alors, de 1960 à 2018, professeur Didier Adewale, Léonard Padono, Porte-Nouveau, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup changé également, comme beaucoup de choses dans le pays. Porte-Nouveau, pour moi, est la ville mal aimée du Bénin. Ah bon? Oui, oui. Carrément. Oui. Ça fait longtemps, parce que je suis de la ville, que je scrute et je regarde ce qui se passe. Je dois dire, il ne faut pas... À un mois donné, je l'ai fait remarquer, même à des amis. Maintenant, ça a changé un peu. Les plaques qui indiquent les directions. J'ai compté quand j'étais en fonction, je n'ai pas trouvé une à Cotonou qui indique direction Porte-Nouveau. Tu verras Lagos, c'est tout. J'ai compté dans Cotonou. Ça veut dire qu'il y a un problème là. Est-ce que ceux qui dirigent à certains niveaux considèrent que Porte-Nouveau, c'est trop dire, que la région sud-est fait partie du Bénin? Ça pose un problème. J'ai compté et j'ai dit, comment on ne peut pas indiquer Porte-Nouveau alors que juridiquement, c'est la capitale. On doit savoir où est la capitale. On va vers la capitale. Eh bien, j'ai compté. C'est de petits signes. Hein? Et moi, en tant que médecin, on m'a appris à dire, regarde ton malade, en lui parlant comment il réagit, tu pourras peut-être détecter des éléments qui vont t'orienter vers ce de quoi il souffre. Ces petites choses-là permettent de dire que Porte-Nouveau est mal aimé. Elle est la capitale, située et décidée par le colon. Nous l'avons confirmé en 1990. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Et c'est tous les gouvernements, c'est pas ce gouvernement aujourd'hui, hein, c'est tous les gouvernements. Or, cette ville a une très bonne situation géographique. Et ensuite, elle est adossée à une région économiquement forte. Mais pourquoi elle ne se développe pas? Moi, je dirais pour ma part qu'elle a eu la malchance de confier, depuis 1990, bon, ça a commencé tout doucement, hein, de confier son sort à un mouvement politique qui n'avait pas pour souci de faire le développement de Porte-Nouveau. Je crois. Ça, il faut le dire. Je me rappelle de quelque chose. Le coup d'État, beaucoup ne le savent pas, mais le coup d'État de 1972, qui a amené le général Kéliko au pouvoir. Nous étions rentrés en vacances en 1973. Et j'ai assisté au déplacement du ministère des Finances qui était à Porte-Nouveau vers Cotonou. Et je me posais la question de savoir, ces officiers qui ont pris le pouvoir, quel était leur problème? Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. On a déplacé de force, alors que le ministère des Finances tel qu'il est aujourd'hui à Cotonou, bien construit, il y avait juste quelques bâtiments. L'actuel ministère de l'enseignement maternel et primaire, vous voyez comment c'est vaste. Tous les bureaux qu'il y a, c'était le ministère des Finances.
on l'a déplacé de force pour l'amener à Cotonou. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Donc, il y avait à chaque niveau et par moment des gens qui en voulaient à cette ville ou qui ne voulaient pas que cette ville existe comme capitale. Voilà, je crois que c'est tous ces éléments mêlés qui ont fait de Porto-Novo ce qu'elle est aujourd'hui. Pourtant, vous mettez en cause un mouvement politique. Dites-vous, mais ce mouvement politique, vous l'avez identifié dans les années 90 pour le début de ses activités. Vous parlez là de 72-73. Oui, ça a commencé. Mais je crois que, et si vous lisez mon livre, j'ai parlé du soldat du cheval de Troie. Parce que moi, je crois qu'il y a une conspiration de certains contre la ville de Porto-Novo. Et que le bénéficiaire de ce mouvement arc-en-ciel, je pense, a été nourri, inspiré par des membres de cette conspiration-là, et qu'il est venu, et c'est pour ça que je dis que c'est le soldat du cheval de Troie. Est-ce que ce que vous affirmez n'est peut-être pas gratuit lorsque vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de preuves de ce que vous affirmez, aussi grave que ça? Ah, vous dites que c'est grave, mais c'est la réalité. Je vous demanderai d'aller dans Porto-Novo et de dire... Oui, mais quel élément avez-vous que celui dont vous parlez a été formé pour venir détruire Porto-Novo? Moi, je crois. Je crois parce que quand on se présente leader d'une région, le minimum, je crois, c'est au moins de défendre les intérêts de la région. Vous pensez qu'il ne le fait pas? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je prends deux exemples. L'exemple du palmier à huile. Le palmier à huile, à l'époque coloniale, était la richesse du Dahomey et du Bénin. Beaucoup de choses sont faites autour du palmier à huile. Le palmier à huile, quand je présentais le livre, moi je disais que ça donne 3 huiles. Et j'ai vu un ingénieur se lever pour dire, Monsieur Pardonneau, ne dites pas ça. Du palmier à huile, on peut tirer 101 éléments. Donc aujourd'hui, ça reste encore une richesse. Ça reste encore une richesse. Le palmier à huile n'est pas apparu dans le programme d'action du gouvernement, le PAG. Le leader de la région, je ne l'ai pas entendu dire un mot là-dessus. Pas du tout. Et je vous dis honnêtement, pour moi, ce leader, il a un dédain profond pour les populations qui l'ont élu. Il n'est pas au gouvernement. Je crois qu'il y a un député du Mono qui a commencé à dire on ne peut pas laisser le palmier à huile tomber. Le gouvernement? Non, pas du tout. Il n'est pas du gouvernement. Donc, ce qui développe une région, pourquoi l'a-t-on supprimé? J'apprends aujourd'hui que l'on est en train de faire un programme spécial pour le palmier à huile, mais je reste convaincu que le palmier à huile est une richesse qui dépasse beaucoup d'autres cultures de rente. Deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est l'exemple du ministère de la Justice. Officiellement, Porto-Novo est la capitale. Et en 2008, sous l'Ancien Régime, un ministre, je crois que j'ai laissé la lettre dans le document, je crois que je vais appeler son nom, je crois que c'est le ministre Kassa, je crois, a écrit une lettre à la préfecture de Lomé, au maire de Porto-Novo pour dire les fonds que la CEE a alloués au Bénin dans le cadre de la justice, je peux disposer... L'Union européenne. La lettre est là. Je peux disposer d'une partie de ces fonds-là pour construire en un seul lieu tous les grands services du ministère de l'Éducation, et je veux le faire dans la capitale parce que c'est juridiquement valable. Et il demandait un espace, soit à ses mains, soit à Porto-Novo. 2008. J'ai retrouvé une lettre. Le successeur de M. Kassa a été le ministre Tokpanou, le professeur Tokpanou, qui a écrit une lettre, je crois en 2009, pour relancer. Nous, notre petite association n'a été au courant de cette lettre-là. L'association laquelle? Task Force. Qu'en 2011.
Et on a bousculé. Nous sommes partis voir le maire. On dit, mais c'est pas possible. Pourquoi, depuis le temps, vous attendez tout ça? Vous savez ce qui nous est revenu après? Et quel maire? C'était l'ancien maire aussi. Aussi, Moukaram. Monsieur très brave. Eh bien, nous est revenu que le président n'était pas au courant. Quel président? Ah, je ne sais pas. Le président de la République de Porto-Novo et de l'OME. Le président n'était pas au courant. Il n'était pas au courant de quoi? De ce projet-là. Il n'était pas encore informé. De ce projet-là. Et que il aurait dit, ça, entre guillemets, je ne suis pas sûr, qu'il faut attendre que lui soit élu en 2011. C'est le maire qui vous le disait. C'est pas le maire. Je ne vais pas le dire officiellement. Mais les gens qui entourent le maire. Je dis, mais ça, vous êtes des cadres. En termes corrects, ça s'appelle des ragots, ce que vous dites. Oui, des ragots, c'est vrai. Mais la réalité, c'est ça. Pourquoi le maire, il n'est pas un illettré, il reçoit une lettre en 2008. Il ne réagit pas jusqu'en 2011. Il n'y a pas un problème là. Ça nous a posé problème. Et on a d'autres exemples. D'autres exemples où, dans la ville, allez demander, on vous dira, le président n'est pas d'accord, le président ne veut pas. Quel est ce président-là? Voilà. Bravo, si vous voulez, mais c'est la réalité de la rue. Et les faits nous prouvent qu'il y a quelque part quelqu'un qui met son veto pour que les choses se fassent dans la vie. C'est ce que je crois. Oui, mais Grappin sur Porto-Novo, du vendeur des voix au loi de logo, c'est le titre de votre ouvrage que vous avez lancé il y a une semaine. Pour beaucoup, c'est le règlement de compte, c'est beaucoup plus personnel, ça, ce que vous écrivez. Ça peut paraître personnel, mais en fait, pour moi, c'est un compte rendu de ce que j'ai vécu dans la ville et ce que la ville continue de vivre. Parce que je dis que compte rendu, règlement de compte, non, je ne suis d'aucun parti, je ne suis pas actif dans un parti, j'ai des inclinations vous restez politiques. Quand même acteur politique, qu'on le veuille ou non? Non, je suis dans la société civile, je peux dire task force, où on réfléchit, on dit qu'est-ce qu'il y a à faire. Ancien ministre connu dans le milieu NCC, vous ne vous réclamez pas acteur politique aujourd'hui? Non, à telle politique, je ne suis pas. C'est pas difficile à comprendre. Je ne suis pas, non, je ne suis pas au devant de l'actualité à dire tous les jours, non. Froidement, j'essaie de me taire dans cette association-là pour qu'on réfléchisse sur comment on peut travailler, c'est tout. C'est pas l'activisme politique, je ne suis pas un grand partisan. Non. Et c'est pour ça que je suis à l'aise quand j'écris ça. Ce que je veux seulement vous dire, c'est que vous dites règlement de compte, mais je veux vous amener à analyser avec moi. Moi, je l'ai fait comme ça, hein, l'arc-en-ciel. Et c'est pour ça que j'ai écrit... L'arc-en-ciel, le logo. Le logo. Le logo. Oui. Ce logo a été le logo d'une illusion optique qui donne l'illusion politique. Première chose, l'arc-en-ciel est la décomposition de la lumière blanche. Dans nos populations, pour nos populations illettrées, c'est un fétiche, c'est un vaudou qui fait quelque chose, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a fallu que j'invite quelques féticheurs chez moi, que je prenne un gros morceau de glace et que j'y envoie la lumière blanche et que derrière, ils voient les couleurs de l'arc-en-ciel pour qu'ils se rendent que, ce fétiche-là, ce n'est pas un fétiche, pour qu'ils comprennent. Et ça existe encore. Première illusion. Et premier refus d'ouvrir les yeux à son peuple, au peuple qu'on dirige. Deuxième élément, c'est que les membres de ce parti, certains membres m'ont dit, et j'ai été voir, font les cérémonies, je dirais, d'adoption à ce parti sous une natte qu'on placarde devant les maisons avec un poulet écartelé qu'on appelle ossa. Et ils font jurer, ils jurent là, qu'ils resteront fidèles à l'arc-en-ciel.
Mais ce que vous dites, ce n'est pas connu du grand public. Ah, mais c'est pour ça que je le fais connaître. Beaucoup de gens le Et savent. quel profil de militants font ce rituel-là? Beaucoup de militants l'ont fait. Je vous dis, monsieur Amassé, je viens de la messe. J'ai encore posé la question à beaucoup de gens. Ils se sont mis à rigoler. Beaucoup de gens l'ont fait. Ce qui fait que ils ont fait un pacte avec l'arc-en-ciel. Ils n'ont pas fait un pacte avec un leader à qui ils pourront poser des questions. Mais on t'a élu, qu'est-ce que tu nous as fait? Ils ne peuvent pas lui poser cette question. En fait, ceux qui disent que ce parti c'est un fétiche, ils ont raison. Absolument. Mais est-ce que... Je veux ajouter que ce parti a eu beaucoup de pratiques fétichistes et que j'ai rencontré des gens depuis Zinvier, à Kassato, Godomé, sans compter les environs de Porte-Novo pour dire ah, il y a eu beaucoup de choses fétichistes qui ont été pratiquées. Didio Adewale, pardonne-nous, est-ce que, en fait, ce que vous dites n'aurait pas dû être un avantage, n'est-ce pas, pour booster le développement? Le fétichisme a un avantage? Ah, moi je crois pas. Quel avantage? Ben, la fidélité à un parti, la solidarité, la cohésion. Ah, ça si vous voyez ça comme ça, je peux vous donner raison. Eh bien, la fidélité à ce parti-là a été la fidélité à un homme. Et il s'en est servi, selon moi, c'est pour ça. Je vous dis, l'expression vendeur des voix, c'est un illettré qui m'a donné ce mot-là. Vendeur des voix. Un illettré. Un illettré observateur de loin. Oui, observateur de loin. Ou il est membre du parti? Pas du tout, il n'est pas membre du parti. Le parti l'a beaucoup sollicité. Et il est toujours resté à l'écart. Et en échangeant avec lui, il me dit, ah, c'est des vendeurs de voix. Il me dit, tu as appris le français, il me dit, ah, que ce qu'ils font là, c'est à cause de l'argent. C'est tout. C'est pour ça que j'ai mis ça là, c'est tout. Alors, pour vous dire que ça a constitué une force, mais cette force a été au service, je dirais, d'un seul homme. Peut-être que ceux qui courent à côté ont eu quelques retombées de cette force-là, retombées personnelles, mais le peuple de Lomé Plateau n'a eu aucune retombée positive. Et je dirais même cela a arriéré au plan national. Oui, mais si vous aviez travaillé à construire cette solidarité, est-ce qu'on n'aurait pas atteint un meilleur résultat que ce que vous décriez? Quelle solidarité vous voulez construire? Je ne suis pas membre du parti, hein. Je suis resté à l'écart et j'ai observé. Mais ils ont une solidarité très forte. C'est ce que je dis. Vous avez la réputation d'avoir critiqué et d'avoir fait la guerre au parti depuis toujours. Ah oui. Ben, écoutez, je peux vous dire pourquoi j'ai fait la guerre au parti. Selon moi, après la révolution de Kékou, en 1989, il est apparu un phénomène bizarre à Porte-Novo, puisque à l'époque, pendant la révolution, on élisait les gens membres du comité révolutionnaire, en tout cas, il n'y avait pas de distribution d'argent. Et je rentre un jour de Cotonou, je vois un monsieur assis, entouré de certaines hautes personnalités de Porte-Novo, et selon comment ces gens-là te présentent, cette personne te tend un billet de 10 000 ou un billet de 5 000. Je me suis dit, mais ça là, mais il va faire ça jusqu'à quand? Voilà le début de la pollution financière. Voilà le début de la préparation à l'addiction à l'argent. Ça, je l'ai vécu. Et tous ceux qui ont vécu ça aujourd'hui, ils se disent, ah, on aurait pu ne pas prendre l'argent parce qu'on ne nous a rien fait dans la vie ni dans l'OMI. Je vais vous dire, j'ai rencontré hier soir, après savoir ce livre est sorti, un jeune homme qui est aujourd'hui parti à problématique dit aujourd'hui, il me disait qu'il transportait des sacs remplis d'argent de chez le dirigeant et allant vers le domicile d'un autre sous-fifre. Voilà donc comment ça a circulé. Alors, qu'est-ce que vous voulez obtenir de ce système? C'est un système de transvase. On transvase l'argent à droite, à gauche. Ceux qui s'en servent, s'en servent. Mais qu'est-ce que ça a donné? Moi, je n'ai pas vu dans la région.
Voilà. Oui, mais est-ce que je repose la question, cette guerre frontale-là n'aura pas fait que empirer les choses? Et il n'y a pas eu de guerre frontale. Moi, je raconte ce que j'ai vu de l'extérieur dans un parti. Guerre frontale, je dirais, c'est une guerre que je trouve doit être saine, c'est tout. C'est des points de vue différents que nous devons défendre. Et quand on défend des points de vue différents, celui qui prend le pouvoir ou qui est le plus fort, élu, il exécute ce qu'il a à faire. Pendant ce temps, les autres critiquent. Et avec le temps, il y aura changement, on va critiquer. Mais qu'est-ce que le PND a fait dans la région Oué-Plateau? C'est ça qu'il faut voir depuis 29 ans, bientôt 30 ans. On estime aussi par ailleurs que c'est une guerre de porte-novien authentique. Vous faites cette part-là d'être le porte-novien à l'authentique, contrairement au leader de ce parti. Oh non, je crois qu'il faut, non. Là, je crois que c'est faux. Je peux vous dire, je ne vais pas appeler son nom. J'ai un ami qui est de Nantitingou, qui a construit à Porto-Novo, avec qui je discute, qui est aussi engagé que moi pour Porto-Novo. Authentique de Porto-Novo, je ne sais pas ce que vous appelez authentique de Porto-Novo. Porto-Novo a été créé, non. Il y a un peuplement qui est resté là, c'était des Nago Yoruba. Et puis après, les Aladans sont venus, la ville s'est étendue. Qui est authentique de Porto-Novo? Personne. L'authentique de Porto-Novo, pour moi, c'est celui qui dit « je suis de Porto-Novo », qui a les faveurs de Porto-Novo et qui travaille pour Porto-Novo. Voilà l'authentique. Ceux qui n'ont pas travaillé ne sont donc pas authentiques. Voilà. Quels sont les actes de cette formation politique dans la ville, dans la région, qui trouvent quand même grâce à vos yeux? Tout ne peut pas être mauvais. Les axes. Écoutez, moi je n'en ai pas trouvé. Moi, je n'en ai pas trouvé. À l'absolu. Non, dans l'absolu, je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé. Non. Je n'en ai pas trouvé. Parce que j'ai mis dans mon livre de petits exemples qui prouvent qu'on aurait pu faire quelque chose. Je vous donne un autre exemple qui me... Je crois que c'est en 1993-94. Il y a eu le président de l'Assemblée française, Philippe Séguin, qui est arrivé. En 95. C'est en 95, En 95. et qui est arrivé. Et n'étant pas du parti, j'ai dit quand même, il vient à Porto-Novo, je vais faire partie de ceux qui vont organiser sa réception. J'y étais. On m'a même confié la disposition des gens depuis le pont de Porto-Novo jusqu'à la place Bayol. Le gouvernement vous l'a confié? Non, c'est pas le gouvernement, ça a été fait par le PRD. Et j'ai dit, je vais travailler avec vous parce que Porto-Novo m'intéresse. C'est tout. Eh bien, j'ai fait ce travail avec eux. Philippe Séguin était venu avec une délégation et les membres de cette délégation ont visité la ville. Et ils ont trouvé qu'il y avait, je dirais, des exutoires naturels où on peut faire des fleurs. Derrière Canevia, il y a un espace là où l'eau s'accumule. À Ronvier, à Donouquin, ils ont fait le tour. Et j'étais à la réunion quand ils ont rendu compte en disant « Monsieur Philippe Séguin est maire de la ville de Grasse. On fait les parfums. Nous voulons initier avec vous un projet pour faire des fleurs à Porto-Novo. Beaucoup de fleurs à Porto-Novo. Et à partir de là, nous allons vous aider à créer une petite entreprise de parfumerie. » Ça, j'étais là. On n'a jamais eu ça. Pourquoi? Ah, je ne sais pas. Et j'ai lu récemment... Ah mais comment vous ne savez pas vous attribuer la cause, la responsabilité de cet échec à quelqu'un? Mais à un groupe, mais c'est eux, c'est leur invité. C'est leur invité. C'est eux qui étaient à la manette. Moi, je me suis ajouté juste comme la cinquième roue pour aider parce que j'aimais ma ville. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai appris récemment, ça a même été écrit dans un journal, que c'est l'épouse
de ce premier responsable qui exploite un domaine public pour faire des fleurs à Porte-Novo. Ça a été écrit dans un journal. Je me suis renseigné, on m'a dit que c'est vrai. Et j'ai demandé à ce que les gens de l'agriculture m'amènent. Ils m'ont dit, ah, nous ne voulons pas d'histoire, tout ça. Ah, voilà donc un projet qui était pour la ville et qui s'est retrouvé dans d'autres mains. Bon, vous pouvez dire que je n'ai pas de preuve, mais la preuve est là que ceux qui vendent les fleurs aujourd'hui sont d'un certain milieu. Non, ça, je peux vous demander, c'est où le domaine de... C'est pas compliqué. Allez au jardin botanique de Porte-Novo. Devant, si vous connaissez l'évêché, vous dépassez l'évêché. À peine à 200 mètres, vous tournez à votre gauche. Il y a là, je dirais, un cadre, je dirais, écologique. Oui, derrière le JPN, le jardin de la plante et de la nature. Non, ça c'est encore à côté du gouvernement, ça. Ceci, c'est vers l'évêché adjacent à Porte-Novo. Si vous connaissez un peu Porte-Novo, vous passez devant l'évêché. Au bord de la lagune. Et au lieu d'aller dans le marché du poisson, vous tournez à votre droite et là, vous allez entrer dans une zone où il y a de grands arbres, tout ça là. Il semble que c'est ce jardin-là, qui est un jardin public. C'est pour l'État. C'est dans ce jardin que poussent des fleurs qui appartiennent à des personnes privées. Voilà. Mais dites-nous, professeur Didioro Adewale, Léonard Padono, pourquoi n'avoir pas, disons, essayé de faire les choses comme beaucoup le réclament à ce jour, les militants du PRD notamment, qui pensent que vous êtes résolument contre eux et pour des questions de personnes? C'est leur point de vue. Ce que je peux vous dire, c'est que samedi en 8, quand je présentais le livre, des membres du PRD ont reconnu que, à l'époque, prendre position contre leur président, c'était d'emblée voué aux gémonies, où on dit, ah, celui-là, il n'est pas de Porte-Novo. Bon, c'est tout. C'est tout. Voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir le droit, dans un parti, de dire, ça là, je ne suis pas d'accord, de donner son point de vue? Si tu donnes ton point de vue et que le patron n'est pas d'accord, eh bien, tu ne sers à rien. C'est tout. Je vous dis et je vous répète, il y a eu un maire, le premier maire élu de Porte-Novo dans le renouveau, a dit à la radio, je crois à la radio Weke, que les fonds de la mairie entretiennent le domicile du premier responsable. Bernard Dosso. Voilà. Il n'y a jamais eu de démenti à cela. Si je vous le répète ici, vous allez me dire que je tiens ça tout. Il a dit, il n'y a jamais de démenti. Jamais. Et les gens disent encore aujourd'hui que le téléphone, l'électricité, l'eau du président est assurée par la mairie. Les gens disent avec quelle preuve? Justement. Vous répétez les gens, vous aussi? Je vais parfois répéter les gens. Parce que si c'est beaucoup de gens qui disent et qu'on ne dément pas, il y a donc une part de vérité. Mais les rumeurs, ça peut s'inventer comme ça, surtout en politique. Oui. Des gens qui sont du parti, ils ne vont pas détruire le parti comme ça. C'est peut-être aujourd'hui qu'on peut leur reprocher cela. Mais des gens qui sont du parti, qui viennent te dire, voilà ce que nous faisons, tu vas un peu les croire. C'est sûr. Est-ce que vous dites, est-ce que c'est... En politique, on peut aussi penser que vous le faites, vous détruisez un parti pour peut-être d'autres chapelles politiques. Ah, c'est possible. Mais aujourd'hui, je ne suis affiché dans aucune chapelle. Pas du tout. J'ai des inclinations. Des inclinations, je vais dire. Je ne suis dans aucune chapelle. Mais je dirais que ce que je vois de mal à Porte-Novo, je dois le dire. Et ne pas le dire, c'est ne pas informer les jeunes. Et quel est le retour de votre ouvrage Grappien sur Porte-Novo, du vendeur des voix au loueur de logo? Quel est le retour depuis que vous avez lancé officiellement ce livre? Le retour, je ne vais pas vous le dire. Pourquoi? Je souhaite que si vous avez fréquenté Porte-Novo, vous allez contacter vous-même. Mais je peux vous C'est-à-dire? Je peux vous dire déjà que je n'ai fait que 200 exemplaires. Il y a déjà 150 de vendus. Bon. Ça se vend comme de petits pains? Absolument. Je peux vous dire que déjà,
on m'a téléphoné du Canada pour me dire est-ce que je t'autorise à ce qu'on mette ça en ligne. J'ai dit, je ne veux pas d'histoire, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais avant même que ce petit opuscule ne sorte, les premières personnes qui ont eu ça ont ventilé ça au Canada, aux Béninois qui sont là-bas, et même à Paris. Parlons d'autre chose. Allons-y. Eh bien, le gouvernement a pris cette décision, n'est-ce pas, de choisir entre le public ou le privé quand vous êtes médecin ou vous êtes autre agent de santé publique. Quel est votre avis sur le sujet? Je dois être direct. Mon avis, c'est une décision que j'approuve d'emblée. Ah oui? Oui. Parce que je crois que les collègues ont dépassé les bornes. Les collègues ont dépassé les bornes. Donc, il faut remettre la pendule à l'heure. Donc, l'état des lieux tel que peint par le gouvernement, vous l'épousez entièrement. Le diagnostic est normal. Ah oui, absolument. Absolument. Le diagnostic qui est fait là, la décision qui est prise est juste. Mais cette décision doit avoir des accompagnements. D'abord, parlons des conséquences possibles de cette décision, si ça devait être appliqué au 1er septembre prochain, comme c'est annoncé. Moi, je souhaite qu'elle soit appliquée, absolument. Je souhaite qu'elle soit appliquée pour qu'on voit les conséquences. Quelles conséquences il peut y avoir? Ceux qui ont les moyens de rester dans le privé vont rester en privé. Les autres vont rester dans le public. Et par rapport à ça, le gouvernement va faire des aménagements. Et je dis qu'il faut garder à la santé la notion qu'il s'agit d'une profession libérale. Donc, quand le médecin a fait ses heures normales pour l'État, il faut que l'État comprenne qu'il a le droit d'être libre et il y a aussi le droit qu'on l'invite quelque part pour rendre service. Parce que la décision semble être à faire exception momentanément pour les anesthésistes. Il y a beaucoup de spécialistes qui vont poser problème. Ce que je crois qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner, et c'est bizarre, nous ne sommes pas développés, je reviens là-dessus, parce qu'il y avait des choses qui se faisaient, qui maintenaient le médecin à l'hôpital. Je me rappelle, en 1968, j'étais étudiant en 3e année, je crois, je revenais en vacances, et je faisais stage à Porte-Novo. Les médecins qui étaient là consultaient jusqu'à 20 heures parfois. Je peux donner 2 noms, le docteur Akinocho de l'époque et le docteur Bankole. Et même le chirurgien Nyaoui à l'époque, voilà. Ils travaillaient jusqu'à 20 heures. Pourquoi? Parce que dans les 20% que paient les fonctionnaires pour l'hôpital, en plus des consultations du tout venant, la direction de l'hôpital calculait le nombre de consultants et à la fin du mois, payait cash les médecins. Reversait une partie aux médecins. Automatiquement. Et je me rappelle, j'étais en 3e année de médecine, le docteur Akinocho m'a dit, je touche à peine mon salaire, parce que ce que je prends à l'hôpital, du coup, il ne faisait plus de privé. Il était à l'hôpital. Les gens en profitent, il est à l'hôpital. Le docteur Nyaoui, chirurgien, qui a été mon formateur, c'était ça. Il faut que l'État revienne à ça. Si l'État ne paie pas les prestataires, il ne peut pas attendre le résultat. Ça, c'est très important. En attendant ce genre d'accompagnement, comment gérer cette conséquence, l'hémorragie possible si vraiment les gens désertent le secteur public? Je pense que l'hémorragie n'aura pas lieu. Ah bon? Oui, je pense qu'elle n'aura pas lieu. Mais ce qui va avoir lieu, je peux arriver à être à l'hôpital et ne pas travailler. C'est encore plus grave. Ah oui. Le risque, c'est que, en disant qu'un médecin voit en consultation un malade en 15 minutes, ça fait 4 par heure, dans la matinée, il va en voir peut-être 16 à 20. Il vient le matin, il y a 30 malades alignés devant lui, il travaille jusqu'à 12h30, il dit j'arrête. Les 10 autres qui sont là, ils vont souffrir jusqu'à 15 heures. Il va y avoir des problèmes. Voilà la difficulté. Mais si le gouvernement analyse et dit je vais commencer à vous payer les droits. D'ailleurs, le test existe, ça n'a jamais été annulé. C'est la révolution qui a mis ça de côté.
les 20%, je vais vous les payer régulièrement. Dès la fin du mois, vous verrez les médecins au travail. C'est ça qui n'est pas fait. L'autre facilité, l'État peut dire, vous travaillez pour moi à l'hôpital, sur les 5 jours, je vous dégage une journée, un après-midi ou une matinée où vous allez recevoir vos malades privés dans l'hôpital. Ah bon? Oui, ça existe. Ces malades paient à la caisse de l'hôpital. Mais c'est marqué malade privé de tel médecin. L'État prend 30% dans ce qui est entré dans la caisse et reverse 70% aux médecins. au médecin. Si c'est fait, le médecin restera à l'hôpital. Mais si ce n'est pas fait et qu'on applique cette décision, une bonne décision, on l'applique brutalement, eh bien, il sera à l'hôpital, il ne fera rien. Oui, mais ces genres de mesures, est-ce qu'elles n'auraient pas dû être prises avant même d'en arriver à cette décision? Ah, c'est là où je vous donne raison. Il fallait s'asseoir, discuter et voir. Je ne sais pas, ils doivent le savoir quand même, hein, je ne sais pas. Je crois qu'il y a quand même des gens qui sont assez âgés comme nous pour dire, ah, on peut faire ceci, faire cela, pour faciliter. Parce que si ça entre dans l'affrontement gouvernement, médecin, les médecins vont rester à l'hôpital et ils ne feront rien. Si je dois faire 2 à 3 opérations une journée et que j'en fais une seule, qui souffre? C'est pas le malade. Voilà. Troisième élément, j'ajoute l'équipement. L'équipement. Moi, j'ai travaillé au CNHU. Il y a des moments où on va acheter les gants. Si le médecin te dit, j'ai pas de gants. Dans mon domaine, par exemple, il y a un petit truc banal qu'on appelle les broches qu'on met aux blessés qui arrivent tout de suite. En gros, il se casse le fémur, on met une broche pour le tirer, pour le soulager tout de suite. Il n'y a pas de broche. Le médecin ne dit rien, il s'assied, il est là. Le contrôleur vient, il le voit, il est assis. Ah bon, bon, mais s'il n'y a pas de broche, ils n'ont qu'à aller acheter une broche. C'est la faute à qui? Au gouvernement. Donc il faut équiper. C'est la troisième partie de la solution. Pourtant, vous avez entendu le chef de l'État, le meilleur plateau technique au Bénin, c'est encore une fois le service public. Le meilleur, je dois tout vous dire. Le plateau technique service public est un peu plus achalandé que le privé. C'est tout. Ça, c'est vrai. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous Parce avez- que moi, quand je suis rentré d'Europe, j'ai utilisé mon matériel pour travailler au CNHU. Hein. Donc, équipé, non. Est-ce que vous avez écouté le chef de l'État, notamment ce qu'il a dit des médecins? J'ai écouté, Votre réaction? mais je me suis dit qu'il ne connaît pas assez les médecins. Malgré qu'il est un frère médecin, il ne connaît pas les médecins. Parce que, d'abord, leur profession est libérale. Ensuite, prendre les gens par la force, surtout que ces gens-là, ils peuvent dire, bon, écoutez, on veut nous imposer ceci, c'est la loi, c'est juste, mais nos avantages n'y sont pas. Ça va amener des situations difficiles. Et vous n'avez pas le droit de réagir, vous n'avez pas en tout cas pas le droit de grève? Droit de grève. Oui. Oh, ça, c'est la Cour constitutionnelle. Et ça vient compliquer les choses, non? Non, pas du... Les médecins ont grévé, c'est les malades qui vont en pâtir. Mais ce ne seront pas ceux qui sont au Gréver pouvoir. sans gréver. Mais ils seront à l'hôpital. S'ils sont à l'hôpital et qu'ils n'ont pas le matériel pour travailler, ou là où ils doivent faire... Je prends le chirurgien. Il doit aujourd'hui opérer 3 fémurs. Il n'en opère un. Il remet l'autre à demain. Ça va s'accumuler. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les malades vont commencer à prendre peur, à sortir et partiront en privé. Le privé ne pourra pas assurer tous ces cas-là. Donc, il vaut mieux s'asseoir et négocier. Voilà, c'est ce que je vois. Et cette histoire d'implant, c'est revenu, est-ce que c'est possible, c'est ce que le chef de l'État a dit? Les implants? Oui, l'implant introduit justement d'implant ne pas facturer, ou du moins ne pas introduire d'implant et le facturer, comme le chef de l'État l'a dit. Je dois reconnaître, il y a eu des... Comment je dis? Il y a eu des tricheries, ça c'est sûr. Il faut reconnaître, il y a eu des tricheries. Mais s'il y a eu tricherie, c'est quoi? C'est parce que le matériel n'est pas là. Si le matériel est là, acheté par l'État,
et que quelqu'un contrôle, on ne peut pas dire qu'il y a de faux implants. Non. C'est parce que le matériel n'est pas là, ce n'est pas équipé, c'est tout. Un médecin laisse entendre que, eh bien, on peut, justement, en chirurgie, user d'implants sans le laisser dans le corps, donc contrôler sans rien voir. Non. Si c'est en chirurgie, il y a des implants métalliques, on les voit. Mais il a des implants pour redresser, juste enlever et puis oui, il y a continuer. Oui, bon, enlever juste pour que ça ne dure pas. C'est des implants qui aident à soulager le malade pour quelques jours, c'est tout. C'est tout. Mais les même pas implants, au cours de l'opération, on ne peut pas l'utiliser au cours de l'opération et l'ôter. On peut l'utiliser au cours de l'opération et l'ôter. C'est des implants transparents, radiotransparents, je veux dire. Ces implants-là, encore une fois, je dis, l'État n'en fournit pas. Écoutez, moi je vais vous donner un exemple. Il y a un implant spécial qu'on introduit dans le cou pour passer dans le cœur, pour aller dans la veine cave inférieure. Bon, c'est des mots techniques, hein, pour descendre très bas dans le jeu. Jusqu'à ce jour, je suis le seul à avoir mis cet implant au Bénin. J'en ai ramené 3 de France. Vous voyez, il est né, hein, 1980. Jusqu'à ce jour, plus personne n'en a mis. Même pas l'État. L'État n'a pas acheté cet implant. Parce que ça coûte cher. Voilà, c'est tout. Justement, est-ce que l'État a les moyens de cette décision-là? L'État a la force, en tout cas. Non, mais est-ce que l'État a les moyens? Est-ce qu'il peut y arriver? Est-ce que, comme vous le présagez déjà, ce n'est pas les malades qui vont en partir? Ah oui, moi je pense même que... pas l'État, mais les malades. Oui, c'est pas ceux qui dirigent l'État, ils sont malades, ils s'en vont. C'est tout. Ils s'en vont. Mais c'est les malades. Et moi, mon problème, c'est quand je vois des gens aller en guerre, oui, on va contrôler. On va contrôler. Ok. Quand le type va faire ses 40 heures légales, qu'est-ce que vous allez contrôler? C'est-à-dire quand il va passer 40 heures à l'hôpital. Il vient 8h, 12h30, 15h, 18h30, il fait ça jusqu'à vendredi, il s'arrête. Dites-vous, légalement, les gardes doivent être payés. Parce que quand ils prennent les gardes, l'administrateur de garde est payé. Les médecins m'ont demandé, nous voulons être payés cash. C'est là le problème. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est ça. Donc, il faut mettre là les avantages auxquels les médecins ont droit. Il faut donner des avantages avant d'imposer quelque chose. C'est tout. Autant je suis d'accord sur ce point-là, autant je dis qu'il faut mettre des avantages, il faut créer les facilités pour que ce métier garde son caractère libéral. Nous allons à présent laisser les auditeurs poser leurs questions. 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Ce sont les deux numéros pour nous joindre. Nous avons déjà notre tout premier auditeur de la journée. Bonjour. Oui, Jean Coton, il est là. Bonjour le plateau, bonjour Virgile. Salut à ton invité. Bonjour. Bonjour. Bonjour professeur Adéwalé Didier Léonard Padonou. Bonjour. Professeur, peu après le drame survenu au marché d'Antopa le samedi 31 octobre 2015, vous avez, dans un entretien que vous avez bien voulu accorder au quotidien La Fraternité le vendredi 6 novembre 2015, pour être plus précis, exprimé au micro de Karim Oscar Anorin les mots sur lesquels il serait fastidieux de revenir ici, qui entravent le développement de notre pays depuis 1960. Vous les avez encore appelés tout à l'heure. Alors, dans la foulée, vous imputiez dans votre amertume la responsabilité de cet incendie qui a endeuillé plusieurs familles à l'État central, que vous accusez d'avoir fait preuve de manque de vision prospective dans la construction d'une infrastructure d'une telle envergure au mépris de toute norme internationale. Le 16 avril 2018, bis repetita, quand les flammes dévastatrices ont embrasé à nouveau dans leur furie des apatanes et autres installations sur les mêmes lieux. Dans un réquisitoire sans appel, vous êtes allé jusqu'à fustiger les réactions de nos acteurs politiques sur fond de pré-campagne électorale à l'époque, en qualifiant d'incantations politiciennes leurs attitudes qui consistent à surfer sur le malheur de ces nombreuses victimes qui nous choquent. Dans ce tableau sombre qui n'a pas été tendre envers les chefs d'État qui se sont succédés au sommet de l'État,
vous avez réservé une place de choix au général Mathieu Kérékou, paix à son âme, qui selon vos propres termes est un homme rare. Première question. Je voudrais que vous nous disiez à l'instant les vraies raisons qui font que vous éleviez le général d'un cran au-dessus des autres lorsqu'on sait qu'en matière de gouvernance, dans la période concernée, Mathieu Kérékou détient la palme d'or. Deuxième question. Dans votre mot de clôture, vous n'avez pas oublié de peindre du moins le portrait robot du successeur de Boni Yayi pour dire un peu les critères remplis pour que nous changions de paradigme. Après plus de 2 ans de gestion essentiellement marquée par des réformes courageuses de Patrice Talon, qui a fini par séduire bien des concitoyens ayant combattu son avènement à la magistrature suprême, dites-nous, professeur, si les Béninois peuvent-ils se frotter les mains d'avoir trouvé enfin l'homme providentiel devant conduire le navire du développement pour combler l'attente de cette élite dont vous incarnez les valeurs. Pour finir, en revenant sur certains projets que l'État a abandonnés, jadis, qui pourraient contribuer à notre indépendance économique, je me demande si vous n'illustrez pas un État commerçant. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous, Jean Coton, deuxième auditeur. Bonjour. Monsieur, bonjour. Eugène Iwanyan. Vos questions, s'il vous plaît. Je salue votre invité. Monsieur le professeur, monsieur le ministre, dites-moi. Oui. Pardon? Non, je vous réponds, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Que devient votre association Task Force en manque d'oxygène violet, dans le coma ou décédé? Deuxième question. Êtes-vous à jour côté impôt de votre maison? Pourquoi? Parce que, en fait, je voudrais savoir si demain, il y avait un redressement, allez-vous crier et à l'acharnement puisque vous taquinez, vous bipez l'arc-en-ciel. Troisième, de par votre livre, hein. Alors, troisième et dernière question, de vous à nous. Je suis sûr qu'actuellement personne ne nous écoute. Nous sommes tous deux seuls. Quelle est cette haine contre l'arc-en-ciel? Vous leur avez demandé quelque chose qu'ils n'ont pas voulu. C'est pour ça que vous écrivez bien. De toute façon, votre livre est intéressant. Bon dimanche. Merci. Troisième auditeur, bonjour. Il est parti. Le troisième, un autre s'installe. Bonjour. Veuillez diminuer le volume de votre poste, s'il vous plaît. Oui. Votre nom? Bonjour, monsieur Vigui. Bonjour. Bonjour, l'invité. Bonjour, monsieur. Bonjour. Timothée Dolico, depuis avant Bourgogne. Allez-y, Timothée. Merci beaucoup. Je suis très content de votre développement, monsieur le ministre. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 1960, le Bénin, de notre temps, continue d'être le Bénin. Et quand on dit le développement, je crois qu'il y a les infrastructures, il y a les écoles, les rues et autres. Mais nous avons constaté qu'au temps de Patrice Yayi, le président Yayi, ils ont organisé quelque chose pour développer la ville de Porto-Novo, c'est-à-dire les fêtes de l'indépendance se font de façon rotative. Mais depuis que le président Talon est arrivé, on ne peut que organiser cette fête-là uniquement à Cotonou. Voyez-vous qu'avec cette manière de faire, le développement pourrait véritablement arriver? C'est ma première question. Ma deuxième question est que, selon votre analyse tout à l'heure, vous avez dit certaines choses qui m'ont beaucoup intéressé. Parce que quand on prend peut-être maintenant les palmiers à huile aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le développement surtout de nous les Porto-Noviens. Et il y a des zones aujourd'hui où on détruit là-bas véritablement, n'est-ce pas, les palmiers à huile. Est-ce qu'avec cette manière de faire, est-ce que c'est le développement ou bien c'est la destruction totale de nos biens qui pourront, n'est-ce pas, nous nourrir? Peut-être chez moi, à Francourt, Bosman. Merci beaucoup, je vous rends l'antenne. Merci. Quatrième auditeur. Quatrième auditeur, bonjour. Allô? Oui, votre nom. Bonjour. Christian Padonou, depuis Porto-Novo.
ma première question. Quand on est recruté pour une fonction, on est capable, on a la capacité d'assurer cette fonction. Mais, et on bénéficie du salaire. Pourquoi va-t-on encore dire qu'il faut des primes de garde ou bien des choses de garde que le ministre vient de dire? Tout à l'heure, je n'ai pas compris. Si on veut le développement, il faut aller avec méthode. La Chine, vous voyez, il travaille à la Chine. Autre question, s'il vous plaît. Il a compris déjà votre question à travers le signe qu'il a fait ici. Ma deuxième question. Oui. N'est-il pas bon d'accompagner le gouvernement en place pour des réformes engagées? C'est ma dernière question. D'accord. Bon dimanche à vous. Nous prenons le 5e auditeur à présent. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous portez, monsieur Virgile? Ça va très bien, merci. Je salue votre invité. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Boko Didier, j'appelle depuis Porto Novo. Oui, allez-y, monsieur Boko. Oui, il y a une citation du professeur tout à l'heure. Je l'ai peut-être oublié, mais je vais peut-être m'y hasarder. Il a dit, lorsqu'on abandonne la terre, on va regretter pendant plusieurs siècles. C'est ce que j'ai entendu. Bien en tout sûr, cas, d'un pasteur protestant, si je n'ai pas oublié aussi. D'accord, il va peut-être me rappeler la citation. C'est une bonne citation que j'ai voulu prendre au sérieux. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire par rapport aux problèmes, aux différents problèmes que nous avons actuellement, pour mettre la jeunesse au travail par rapport à la terre, cette terre-là qui nous est très chère? Parce que nous avons besoin de ça désormais pour hisser au haut notre développement. J'en ai fini, s'il vous plaît. Merci. Bon dimanche, monsieur Didier Boko. Nous prenons un 6e auditeur. Bonjour. 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 Il n'est pas là, oui. C'est fait. Bonjour. Allô? Votre nom? Oui. Allô? Oui, votre nom. On m'appelle quelqu'un Robert depuis Fagne. Oui. Je salue tout le monde. Et je joue un peu au ministre qui parlait du général, paix à son âme. Et nous savons que depuis 1972, le général a pas créé beaucoup de sociétés. Bon, ces sociétés, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Après lui vient le tour de Yaïboni, qui a posé des pierres. Ces sociétés n'ont pas vu le jour jusqu'à ce jour. Est-ce que sur ce schéma, nous allons continuer toujours par parler du développement? Sinon, quel nom pouvons-nous donner au 1er août 1960 pour bon dimanche dominical? Bon, nous allons prendre le 7e et tout dernier auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Vigile. Votre nom, s'il vous plaît. Ici, c'est Mendes Ndi Serge. Ok. Je vous appelle depuis Bakolé, Bassa à Branco. Je remercie le docteur. Bon, j'ai quelques questions pour le docteur. Le docteur dit que Porte-Novo a confié son destin, bon, du moins son sort au PRD. Je crois bien c'est ce que le docteur dit. Je dis, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que d'autres localités, par exemple, si je prends la région Abomey, qui a confié aussi, je peux dire, son sort à la RB, est-ce que d'autres régions qui ont confié leur sort à un parti ont eu d'autres progrès différents de ce que Porte-Novo connaît? Même si je vois que Porte-Novo est à côté du Nigeria et que ceci, que cela, est-ce que tout cela dépendait du PRB? Bon, seconde question, est-ce que quand le docteur dit par rapport à une lettre que le ministre aurait envoyée au maire, qui demandait de l'espace pour demander à implanter des bâtiments ici, est-ce que leur association ne pouvait pas poursuivre le maire pour manquement à son travail, à ce qu'il devait faire? Leur association ne pouvait pas poursuivre le maire? Et une troisième question pour finir est que le docteur a parlé de projet de fleurs. Est-ce que quand le docteur a eu le fait que
maintenant produits, les fleurs sont presque produits en privé, selon ce que disait tout à l'heure le docteur. Est-ce que le docteur a posé des questions, a cherché à savoir ce qui s'est passé? Parce que même si il n'est pas initiateur du projet et qu'il a pu participer à un moment donné, est-ce qu'il a cherché à voir le fond? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça continue à se passer comme ça? Sinon, moi je vois qu'il y a quand même trop de torts rejetés, parfois que moi je vois pas trop fondé sur RB et aussi sur PRD, et aussi les gens sont dit, bon, moi je ne prends pas tout ça, que ça ne soit pas des guerres intestines, des guerres de personnes inutiles, de trucs là. Il faut que le docteur mette beaucoup plus son nez et cherche beaucoup plus à savoir clair dans cette situation pour nous donner des preuves parfois plus en tout cas plus clair que tout ce qu'on dit là. Merci. Merci à vous, Serge Mélézouni. Vous étiez donc le tout dernier auditeur de la série de ce dimanche. Nous revenons à présent en studio. Dites-nous, je ne sais pas par où vous commencez, par quelle question? Je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus pour dire que ils ont suivi, c'est une bonne chose. Je vais prendre globalement certaines questions et répondre parfois de façon particulière. Bon, ce qui est sûr par rapport à ce que j'ai écrit sur l'arc-en-ciel, j'invite ceux qui en ont parlé, qui sont dans le doute, à circuler dans la vie, à poser des questions. C'est tout. Et ils pourront dire le Croque-Pardon a menti. C'est tout. C'est ce que je peux leur dire. Par rapport, je ne sais pas si vous avez fini de répondre. Sinon, il demande, est-ce que c'est un tort d'avoir confié son sort, n'est-ce pas, à un parti politique, comme on en a vu dans d'autres régions, dans d'autres villes? Ce n'est pas un tort. Moi, je constate seulement que dans la ville qui est la mienne, là où j'habite, l'activité qui doit permettre à la ville de se développer ne s'est pas du tout faite. Et j'ai donné des exemples. Je prends l'exemple du ministère de la Justice. Ce n'est pas le maire qui a demandé. C'est un ministre d'État. Un ministre qui a écrit pour dire « Je veux implanter dans la capitale le ministère de la Justice. Là où nous sommes actuellement, ça ne nous va pas. Et j'ai les moyens. » Je crois que ça suffit. Ça suffit pour qu'on se mette à courir. Cette lettre date de 2008. Notre association Task Force est née en 2013, bien après. Mais on se voyait entre copains et quand on a été informé, nous avons couru chez le maire pour dire mais ce dossier traîne ici depuis 2008. Voilà. Donc, par rapport à d'autres villes, non. Il y a des villes qui ont eu des avantages. Chaque ville a son profil. Et donc, moi j'attends dans ma ville qu'il y ait ce qui peut revenir à cette ville. Et quand je ne l'ai pas, je suis en droit de poser des problèmes. Je suis en droit de dire quels sont ceux qui gèrent la ville. Et c'est en posant des questions comme ça que, en remontant, tu finis toujours par buter sur la notion « le président n'a pas dit ». C'est une expression courante à Porte-Novo. Le président n'a pas dit. Je laisse ça à la discrétion de chacun. Vous devez aller enquêter pour voir. Je crois que ce problème n'est pas très important. Il faut en parler. Alors, le problème des gardes. M. Pardon en a parlé. La loi dit tout fonctionnaire de l'État fait 40 heures. Dans tous les pays du monde, quand tu as su des gardes, soit tu fais 24 heures de garde, on te donne 48 heures ou 72 heures de repos en compensation, ou soit on te paie. Dans le cas des médecins, des tests existent depuis très longtemps qui prévoient de payer les gardes et de les payer même au personnel administratif. J'ai été de garde pendant 36 ans. Et bien souvent, le directeur de l'hôpital ou le CSAE, voilà, vous faites la garde, toi tu as droit à 25 000, il a droit à 25 000, il est payé avant toi. Or c'est toi qui fais la nuit qui opère. Il est chez lui, il est d'astreinte. Toi tu es à l'hôpital, tu as opéré. Et toi tu n'as pas tes 25 000 francs par mois, mais lui quand on va vérifier, il s'est déjà fait payer. Parce que c'est de l'administration, c'est eux qui payent. Ah oui, c'est l'administration, mais qui a fait le travail? Qui a fait le travail? Qui a soigné le malade? C'est pas pour justifier. Bon, donc il faut revenir
à ces choses de façon claire, on va voir que les médecins resteront à l'hôpital. C'est sûr. Je répète que si l'État s'engage à dire au directeur tous les mois, faites le point de ceux qui ont consulté et rétrocédez les 20% comme prévu par les tests, ils feront le médecin à l'hôpital. Mais la question de Christian, pardonnons, c'était aussi de savoir pourquoi payer encore des primes et d'autres émoluments alors que le salaire, le principal, est déjà là. Mais la loi dit, je paie le salaire quand tu fais 40 heures. Je fais plus de 40 heures. Comment est-ce que tu me dédommages? C'est tout. C'est tout. Je fais plus de 40 heures. Comment tu me dédommages? C'est tout. Moi, je dis qu'il y a des chirurgiens, surtout ceux qui sont dans les services d'urgence, les groupes blessés. Quelqu'un a cité les incendies. On le réveille à minuit. Il va rester samedi soir jusqu'à lundi matin. Et vous ne pouvez pas le payer. Le directeur qui est d'astreinte dans cette période est payé. Alors, pourquoi ne pas payer le médecin? Je dis et je répète, il faut revenir à l'orthodoxie et payer les gardes et astreintes aux médecins pour qu'on avance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La loi existe, mais ce n'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué. Moi, je l'ai vu appliquer quand j'étais étudiant, mais depuis, ce n'est plus appliqué. C'est tout. J'avance pour aller voir M. Poton avec ces 3 questions. J'ai parlé du général Kérékou, il n'y a pas d'homme providentiel. Hein. Non. J'ai dit que Kérékou était pour moi un homme rare parce qu'il avait l'écoute. Il avait l'écoute et je dirais même il avait l'humilité de reconnaître ses torts. Je ne sais pas si j'ai le temps pour raconter une histoire ici. Et j'ai vu qu'il y avait un problème. C'est pour ça que je dis que Kérékou est un homme un peu humble. Et par rapport à ça, il paraît comprendre des choses. Mais les pires atrocités, comme on dit au Bénin, c'est sur lui encore. Ah, c'est sûr. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas eu après ou avant? Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas eu après ou avant? La période révolutionnaire avec Segbana et toutes les tortures. Oui, mais les gens qui ont fui de leur maison, ils n'ont pas été menacés. Les gens qui ont fui de leur maison. Ah, les gens qui ont fui de leur maison, menacés par d'autres régimes, et surtout l'ancien régime. Alors, ils n'ont pas été menacés. On parle de torture organisée, donc c'est le seul régime qui a... C'est un régime, mais il ne faut pas... Prime. Oui, d'accord, il y en a, oui, c'est le PRPB, l'ouragan rouge, comme je l'appelle. Mais ça ne veut pas dire que l'homme qui a la tête n'a pas quelques qualités. Je ne dis pas qu'il est bon à 100%, hein, mais je dis sur certains plans de la gestion, en tout cas pour le temps que moi j'ai fait avec lui, je dis on aurait pu mieux faire. Voilà. Alors, les réformes actuelles, M. Poton demande si les critères sont réunis pour soutenir les réformes actuelles. Je dis, tout n'est pas mauvais dans ce qui se fait. Mais il faut informer sur ce qui se fait. Et il faut voir ce qui se fait. Ce n'est pas en déclarant qu'on va faire ceci qu'on dit que c'est fait. Non. J'ai été au gouvernement. Quand je signe, je vous donne l'exemple, c'est moi qui ai signé le protocole d'accord de liste technique de Akodiha. Dans le Mono. Dans le Mono. J'ai quitté le gouvernement. Celui-ci n'a été construit que 5 ans après. Donc, c'est pas quand on dit qu'on fait. Non. C'est quand on fait qu'on fait le bilan qu'on dit, moi j'ai fait ceci. Ce n'est pas parce que j'ai signé. Si c'est parce que j'ai signé, je peux, si vous me permettez, je ne le ferai pas. J'ai toute une liste de projets que j'ai signés ou que j'ai entrepris, que j'ai fait engager quand j'étais ministre. Après, c'est tombé, c'est tout. Donc, je veux dire à M. Poton que, premièrement, je lui ai dit, il n'y a pas d'homme providentiel. Ce que je remarque seulement aujourd'hui par rapport aux réformes, je peux le dire clairement selon moi. Aujourd'hui, il y a un capitaine qui tient le gouvernement sur le bateau. C'est sûr. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, il faut de l'ordre. Ah oui, moi, je suis chirurgien, il faut la discipline. Le chef a dit. C'est tout. Maintenant, est-ce que ce que le chef a dit est bon? Là, on va en discuter. Est-ce qu'on peut trouver à redire sur ce que le chef a dit? Absolument.
Absolument, si on ne trouve pas ce que le chef a dit, il y a un problème. Parce que, je ne vous cache pas, qu'il y a des réformes bonnes, mais je dis que moi, je sens ma liberté enserrée. Je sens ma liberté en train d'être étouffée. Qu'on me permette de le dire. Et de dire que je ne suis pas content par rapport à la notion des libertés dans ce pays, c'est clair. J'attends de voir ce qui va se faire. Parce qu'on a annoncé beaucoup de choses. C'est au bilan qu'on va juger. Voilà. Rapidement, les autres questions. Parce que les autres questions, que devient Transforce? Transforce existe toujours. Il travaille, il n'y a pas de problème. Cette association travaille pour voir ce qu'elle peut faire. Elle existe, elle travaille. Mais elle est moins active, tout de même. Je dirais non. C'est pas parce qu'on ne vient pas tout le temps à la radio, à la télé pour faire des communiqués que non, pas du tout. Je réponds que moi, en matière, je ne suis pas commerçant, donc en matière de fisc, je n'ai pas de problème. Vous avez une maison, ça aussi, ça mérite des impôts. Je crois que je vais inviter M. Wannion à aller à Porte-Nouveau. Je fais partie des rares Béninois qui paient les impôts de l'année le 2 janvier. Donc, ma maison s'est déjà payée depuis le 2 janvier. Si ça augmente, d'accord. Mais ce que j'ai payé l'année dernière, je l'ai déjà payé. C'est clair. Enfin, si pour aller très vite, le problème du palmier à huile, ça me paraît très important. Le problème du palmier à huile. Je dis, je répète, je n'ai pas trouvé ça dans le PAG. Je dis et je répète que le palmier à huile est une richesse intarissable. D'accord. C'est tout. Eh bien, comment mettre les jeunes au travail, à la terre, au travail de la terre notamment? C'est une affaire de formation. C'est une affaire de formation. Je vous donne un exemple, si vous permettez. Très bref. Quand j'étais au poste, les élèves qui étaient à l'internat au lycée Sékou consommaient les vives PAM. Et j'ai dit ça ne se passera pas. C'est avec 600 000 francs seulement que j'ai fait installer un poulailler et de quoi élever des poules. 3 mois après, ils étaient 120 et quelques. Ils prenaient des omelettes tous les matins et c'est la mère du responsable étudiant qui venait acheter le reste pour vendre ça à l'ADA. Il paraît que c'est pour ça que vous auriez été débarqué du gouvernement. Ah, je sais pas. Bon, parce que j'ai fait ce projet-là. Oui. Ah, vous êtes informé, vous? C'est ce que quelqu'un m'a dit après vous avoir reçu un invité du jour dans la semaine. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Monsieur Didjoro Adiwale, Léonard Kwadon. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas... Pourquoi vous tenez Léonard? Pourquoi vous ne tenez plus? Je n'aime pas vous raconter... C'est votre maman, votre papa qui vous a donné ce... Oui, je ne vais pas vous raconter. Je dis peut-être... Quand j'ai eu le diplôme de chirurgien en 1980. Vous n'aurez pas le temps de raconter. Voilà, merci en tout cas. Merci à tout le monde. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Merci à chacun. Merci à tous d'avoir suivi cette émission avec à la technique Georges Poinou. On se retrouve dimanche prochain.